On va voir quelqu'un qui va nous parler de tout ça, mais avec ses propres mots. Eh bien, c'est monsieur Philippe Bloch qui est l'auteur du livre Ce sera mieux après, sauf si on est trop con. Et donc, sachez que c'est un journaliste chez BFM Business, c'est un entrepreneur. Et il n'a pas pu être avec nous sur ce plateau. Il était également pris sur un autre plateau télé. Eh bien, on a quand même enregistré l'entretien qu'on a eu avec lui. Et je vous invite vraiment à savourer chaque mot de ce qu'il va nous raconter. C'est extraordinaire. Voici Philippe Bloch. Bonjour Philippe Bloch. Vous êtes entrepreneur, conférencier, journaliste, animateur télé et auteur à succès. Alors, vous avez mis à profit la période de confinement pour écrire votre dernier ouvrage. Ce sera mieux demain, sauf si on est trop con. Alors, ce titre résume bien votre pensée, votre caractère de résilient. Mais finalement, comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette conclusion? Alors, à la conclusion, je ne sais pas. À écrire le livre, je m'en souviens très bien. En fait, ça s'est tout à fait clairement passé une semaine après, en fait, le début du confinement. Cette décision absolument historique d'un président de la République qui décide de rendre la France disciplinée en 24 heures, ce qui ne s'était absolument jamais vu. C'est-à-dire je suis fasciné d'ailleurs par cette discipline dont nous avons fait preuve, dont il faut quand même rappeler que ce n'est pas qu'on a été discipliné et qu'on est devenu des Japonais en 24 heures, c'est juste qu'on a eu les jetons, qu'on a eu extrêmement peur de ce qui est en train de se passer et que la peur en ce moment est probablement ce qui mène le monde. Et comme tout le monde, j'ai été confiné, j'ai dû me déplacer en fait dans le sud de la France et au bout de quelques jours de Netflix, je me suis dit que peut-être que ce n'était pas la seule chose qui pouvait sortir de bien de ce confinement, de rattraper mon retard sur des séries américaines. Et j'ai commencé à réfléchir un peu. Du coup, j'ai tout de suite compris, en fait, de manière extrêmement intuitive, en fait, une chose que je n'arrête pas de répéter finalement depuis quelques semaines, c'est que contrairement à ce qu'on nous pensions tous, c'est-à-dire qu'on pensait que le 21e siècle avait démarré il y a 20 ans, pas du tout. En fait, il a démarré il y a quelques mois, à mon avis, à Wuhan, en Chine, dans une ville dont personne ne connaissait le nom avant que nous le découvrions par ce virus terrible issu de je ne sais pas quoi, un pangolin, une chauve-souris, etc. Et en fait, pour nous, Français, le 21e siècle a démarré le 15 mars 2020. Je dis ça parce que j'entendais récemment un philosophe dire que c'est presque, même si c'est pas vraiment une guerre, pourtant le virus a quand même fait 1 million de morts déjà, mais un philosophe disait c'est notre deuxième guerre mondiale à nous, en ce sens que c'était le véritable tournant du siècle précédent. Et je pense sincèrement que c'est un peu ce qui est en train de se passer. Ce siècle, c'est vrai que les Américains décrivent depuis quelques années comme celui du VUCA, qui est celui de la volatilité, de l'incertitude, de la complexité, de l'ambiguïté. C'est clairement l'environnement dans lequel nous sommes. En cette rentrée, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais on vit clairement à l'ère essentiellement de l'incertitude et de l'anxiété, du manque total de visibilité sur notre avenir. On vit un siècle, en fait, sans boussole. Je relisais récemment un texte intéressant de Hervé Seriex, qui est un garçon que vous avez peut-être connu, mais qui faisait beaucoup de conférences il y a quelques années, et il décrivait ce siècle sans boussole comme étant le siècle où on a perdu la maîtrise du réel avec l'irruption du virtuel. On a perdu en fait la maîtrise du local avec l'omnipotence du mondial et ses effets papillons. Lorsque le confinement a été déclaré, je me souviens avoir fait un post sur LinkedIn que j'ai intitulé « Effet papillon, effet domino » en référence à ce vol de chauve-souris qui est en train de bouleverser l'ensemble de la planète, de nos habitudes de consommation, de vie, nos démocraties, etc. Et effet papillon, effet domino, parce que tout est en train d'être réinventé, d'être repensé. Donc on a vraiment maîtrisé ça parce que le mondial a pris le pas sur le local. On a perdu la maîtrise du temps long avec le poids croissant de l'immédiat. Cette pression permanente des réseaux sociaux, des informations, des chaînes télé d'infos, etc. On a perçu le sens du collectif avec la permanence du chacun pour soi et la maîtrise du sens avec le brouillard et l'incertitude ambiante. Ce qui est intéressant, c'est que dès le début, les gens parlaient de crise. Alors c'est vrai qu'il y a une crise sanitaire, il y a maintenant une crise économique, probablement une crise sociale dans pas très longtemps, mais je pense que ce n'est pas une crise du tout parce que quand on dit crise, on pense que tout peut et doit revenir à la normale lorsqu'elle est terminée. Et dans le bouquin, je cite en fait un philosophe qui explique que le mot catastrophe vient du grec strépho, qui veut dire tourner, ce qui veut dire en fait qui empêche tout retour en arrière. Et je pense que c'est vraiment ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on ne s'en aperçoit pas forcément, et c'est la raison pour laquelle je me suis mis à écrire ce livre de manière un peu frénétique, parce que je l'ai écrit en 3 mois, 2 mois et demi d'ailleurs, il est sorti, il a été quasiment écrit fin mai, et j'ai fait en sorte de le publier début juillet, parce que mon impression c'est que c'est rarissime que le monde s'arrête, que 3 milliards d'individus vivent ce qu'on a vécu. C'est-à-dire on a marqué une pause, et cette crise qui est aussi un peu une crise de la vitesse et de la mobilité, on a arrêté de bouger, on a arrêté de courir,
Et on a commencé un peu à réfléchir, en tout cas la plupart d'entre nous, et à repenser vers quoi on voulait orienter nos vies, quel sens on voulait donner à nos existences, quel sens on voulait donner au travail, à notre consommation, aux médias, à la démocratie, à la mondialisation, à la politique, etc. Et quelque part, on s'est dit, quelques mois après, rappelez-vous, quand on a enfin pu sortir à nouveau, autrement qu'avec notre laissez-passer à 135 euros, si jamais on usurpait les règles, on dépassait les règles, on était heureux de retrouver des plages, des cafés, des bières, etc. Et moi, j'avais peur qu'on oublie en fait tout ce qui nous est passé dans la tête pendant toute cette période de confinement, en fait, et qui est pour moi important parce que ce serait très, très, très dommage qu'on oublie. Et je termine juste en disant qu'en dessous de nous, en ce moment, il y a des plaques tectoniques qui bougent, un peu comme celles qui créent les tremblements de terre quand elles se recouvrent. Et je pense sincèrement que ce serait dommage de les ignorer parce qu'elles vont absolument tout modifier. Alors justement, il y a 4 mois que vous avez écrit cet ouvrage. Quel regard vous avez aujourd'hui sur notre société? Est-ce que nous sommes vraiment trop cons ou est-ce que vous percevez un zeste d'intelligence dans le comportement face à cette crise? Alors, on m'a un peu reproché ce sous-titre, sauf si on est trop con, qui était clairement un peu audacieux, mais je pense qu'il était réaliste parce que je pense qu'il y avait quand même un vrai risque que tout ce que nous avons détruit, les jobs, l'économie, les vies humaines, le soit pour rien si on ne tire aucune leçon de ce qui s'est passé sur tous les plans, qui nous invitent à réfléchir et à décider collectivement et personnellement comment on peut gérer les années qui viennent. Aujourd'hui, rien n'est acquis. Tout est possible, le pire est le meilleur. Et je pense que notre mindset, notre état d'esprit va faire une immense différence entre à la fois la renaissance ou la catastrophe que j'évoquais tout à l'heure. C'est en ce moment en France, c'est drôle parce que j'avais cette intuition, elle a été confirmée par un sondage récemment que vous avez peut-être vu, c'est que je me suis dit en France, en ce moment, il y a trois catégories d'individus et de Français. Il y a les hypersécuritaires qui pètent de trouille, pour lesquels rien ne sera jamais assez sécuritaire. C'est le gars qui met son masque dans la voiture alors qu'il est tout seul, qui couche tout seul avec son masque comme s'il n'a jamais couché avec personne dans son plumard. Il y a ensuite les gens qui sont un peu comme moi, je dois l'avouer, qui disent attention les gars, on est en train de mourir de peur, dans un pays déjà qui oublie qu'en anglais, prendre un risque, c'est take a chance. Si on commence à avoir peur de tout dans le pays qui a inventé le principe de précaution, qu'il a inscrit dans sa constitution en 2005, si on commence à éliminer toute forme de risque alors que c'est par l'audace, l'innovation et la capacité de driver la France. Et puis il y a une dernière partie des Français, autour de 25%, qui disent c'est vrai que tout ça est emmerdant, mais il faut faire le dos rond et attendre. Ma crainte, c'est que cette crise, appelons-la quand même une crise, cette catastrophe, elle a accentué globalement 3 choses. Parce qu'elle a accentué des tendances qui étaient déjà à l'œuvre. La digitalisation de nos vies, à l'évidence. Et le digital qui nous a sauvés pendant le confinement et qui va nous sauver après. Et il pose un problème, c'est que parfois il manque d'humanité, ce digital. Alors qu'on s'aperçoit qu'au contraire, les soft skills, l'ensemble des qualités humaines, de la bienveillance, du souci de l'autre, de l'empathie. Donc globalement, accélération du digital, accélération de l'importance de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. Intéressant parce que ce n'est pas une crise écologique qu'on est en train de vivre, et pour autant, tout revient sur la prochaine grande crise qui est celle de la planète. Et puis surtout, beaucoup plus inquiétant en ce moment, à mon avis, c'est que cette distanciation qui est en train de s'installer entre les gens, on dit sociale en plus, c'est terrible, la distanciation sociale, on aurait pu l'appeler physique, ça aurait été un peu moins grave, elle est en train de nous éloigner les uns des autres et de faire que les gens se replient sur leur sphère privée, sur leur maison, leur sécurité, leur santé, ma famille, et on s'éloigne un petit peu des autres. Le télétravail nous en éloigne aussi, etc. Là-dessus, j'y vois un grand risque. Et en cette rentrée, aujourd'hui, tout est possible, y compris finalement qu'on continue à s'éloigner avec beaucoup de ressentiment des gens qui vivent de manière plus ou moins privilégiée ces épisodes difficiles. Quand on était condamné à travailler chez nous avec 12 enfants, 2 PC pour tout le monde dans 20 mètres carrés, versus ceux qui étaient dans une maison en Noirmoutier, pour reprendre cet exemple maintenant connu. Il y a une France un peu archipélisée qui était déjà un peu en train de s'éloigner selon la catégorie de Français. Cette partie-là m'inquiète et ce n'est pas encore gagné, il faut qu'on y soit très vigilant. Alors c'est intéressant parce que en fait vous avez pris du recul par rapport à ce contexte qui est finalement inédit pour tous. Et donc comme vous avez pris quand même ce recul-là, quelles sont les recommandations que vous pourriez faire aujourd'hui aux différents acteurs économiques, sociaux, pour faire face quand même à ce contexte qu'on n'a jamais connu auparavant? Avant tout, croire en l'avenir, avoir envie. C'est un vrai sujet. Vous savez, il y a un chapitre du bouquin, tout le bouquin est construit sur des oppositions entre deux tendances, quelque chose versus quelque chose d'autre, qui ne sont pas forcément toujours opposés, mais qui chaque fois vont nécessiter des choix courageux et difficiles, parce qu'on n'aura jamais à la fois le meilleur de la mondialisation et de la relocalisation, on n'aura jamais le meilleur de tout, de la liberté, de nos vies privées, et en même temps de la protection contre le virus, si on doit partager de la data pour pouvoir nous protéger. Il va falloir qu'on fasse des choix. Et dans ce moment extrêmement difficile, où il va falloir être courageux, je pense que nous devons tous être des émetteurs de bonnes nouvelles.
Nous devons être des émetteurs d'optimisme. Il y a 2 minutes est passée une émission de BFM Business qui est mon émission. Je suis attaché à cette famille BFM Business, mais BFM TV aujourd'hui est anxiogène. Les chaînes info deviennent anxiogènes. Il faut qu'on s'en distancie un petit peu. Et surtout, un des chapitres du bouquin est autour de la notion de projet. Ennui versus projet. C'est-à-dire pendant le confinement, il y a des gens qui se sont ennuyés. Ce qui est terrible. Moi, jamais de ma vie, je me suis ennuyé une seule minute. Et pour moi, s'ennuyer, c'est le début de la vieillesse. C'est Jacques Séguéla qui dit « On devient vieux lorsque vos regrets prennent le pas sur vos rêves ». J'ai envie de donner comme clé de l'avenir cette envie d'avoir envie, cette capacité à générer des projets. C'est-à-dire que on est chez nous, on est masqué, on est chez nous, on n'ose pas sortir, on ne va plus au restaurant, on travaille de chez nous. Enfin, là, en ce moment, on se communique avec des écrans. Habib, on s'est connu que finalement par téléphone interposé. C'est abominable. J'aimerais vous voir, j'aimerais vous toucher, j'aimerais vous parler, j'aimerais vos yeux qui brillent, non pas à travers des masques. Et quand on a ça, il faut qu'on recrée des projets, il faut qu'on recrée en fait de l'envie d'avoir envie. Et vous savez, les gens sont inquiets. Mais je pense que le job des leaders d'opinion, quels qu'ils soient entrepreneurs, leaders, dirigeants, managers, c'est de montrer qu'ils ont une vision, qu'ils connaissent la destination, même si le chemin importe peu. Parce que le chemin, pendant quelques temps, ça va être très chaud. Et même si je suis toujours un peu, moi, l'optimiste de service qui dit « Youpla boum, la vie est belle, ça va être sympa », non, les quelques mois qui viennent ne vont pas être sympas. Ils vont être difficiles. Je suis convaincu que d'ici, 1 à 2 ans, tout va se reconstruire sur des bases beaucoup plus saines dans beaucoup de domaines. Mais on va clairement passer par un moment difficile. Et je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur les plus forts d'entre nous, ceux qui sont capables justement d'être ces importateurs d'emmerdement et ces exportateurs d'envie, d'avenir et d'optimisme. Merci Philippe Bloch d'avoir été avec nous. Alors je vais vous dire une chose, vous ne m'avez pas touché physiquement, mais j'ai été très touché par vos propos. Merci de nous avoir éclairés. Je sais que vous avez dit à peine le 10e de ce qui est dans cet ouvrage et j'invite vraiment tout le monde à lire ce bouquin qui s'intitule « Ça ira ». Alors ce sera mieux après, c'est pas ça ira, ce sera mieux après, sauf si on est trop con. Donc c'est un livre qui est dans toutes les librairies et dans les plateformes e-commerce. Webcom.tv, réinventons la proximité.